Thibault Langsade, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a une entreprise que vous auriez bien aimé fonder, ou que peut-être vous auriez pu fonder d'ailleurs? J'ai envie de dire celle que je dirige aujourd'hui, qui occupe mes journées, parfois même un peu plus. Pourquoi? Parce qu'elle est centenaire, parce qu'elle a su surtout prendre tous les virages de la modernisation, de la transition numérique récemment, une équipe formidable. Et donc, voilà une entreprise que j'aurais voulu créer. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec sur mon écran aujourd'hui et sur le vôtre, Thibault Langsade, entrepreneur dans l'âme, PDG du groupe Jouve, président du fonds de dotation Clinatech. Vous avez également écrit quelques livres dont on parlera tout à l'heure. Thibault Langsade, est-ce que dans votre tempérament, vous faites partie des gens que cette crise abat, décourage ou plutôt qui vous donne des envolées créatives, vous donne des idées, quoi? Je voudrais dire que dans cette crise où on a vidé nos agendas, on a beaucoup moins voyagé, pour le dirigeant que je suis, j'ai dû réapprendre aussi une façon de travailler. Et donc, ça a été le moment où j'ai pu plus réfléchir, plus penser, mettre en œuvre des idées que quand on est pris dans un tourbouillon opérationnel. Et donc, ça a été une période de réflexion. Après, je suis dans un domaine qui est le numérique, où on a faiblement, voire pas du tout souffert de la crise sanitaire. Néanmoins, il a fallu surtout s'adapter d'un point de vue opérationnel et puis de préparer les mouvements à venir qui sont des plaques tectoniques qui sont en train de se secouer dans tous les sens. Alors, on travaille beaucoup pour les grandes entreprises, banques, assurances mutuelles. Et là, il y a des grands enjeux qu'il va falloir, en tout cas, ne pas louper avec l'ensemble des équipes et d'être sur la balle. Donc, ça a été une période contrastée, à la fois humainement très intéressante avec la mise en place de ce télétravail forcé, Ouais. qui nous tarde d'ailleurs de remettre de la lumière sur nos sites, et puis à la fois une période d'inquiétude au moment où on ne savait pas très bien à quelle sauce on allait être avalé, d'opportunités fantastiques, et puis une équipe qui s'est révélée opérationnelle quasiment du jour au lendemain pour être à la fois techniquement au télétravail et puis satisfaire nos clients. Thibault Langsade, le télétravail à titre personnel, c'est quelque chose qui vous convient ou alors qui vous agace? Là, la tendance, c'est quand même plutôt un peu d'accord, mais pas tout le temps, quoi. D'abord, d'un point de vue purement opérationnel, il faut que je me partage l'appartement avec ma femme, qui et donc elle s'est elle mise en télétravail très vite, et donc elle a pris un certain nombre d'habitudes. Plus précisément, moi je regarde la façon dont on manage les équipes aux États-Unis, où on est vraiment basé sur la confiance, sur une délégation qui est existante. Je vois qu'en France, on a encore quelques progrès à faire. Ouais. Beaucoup de managers qui, quand ils ne voient pas les collaborateurs, pensent qu'ils font autre chose que de travailler. Le management français est très basé sur le contrôle, le reporting. Ouais. Et donc, on a à la fois et naturellement quelques angoisses à éteindre, et puis à travailler avec les équipes pour qu'on se mette au niveau. Après, pour notre entreprise, on signe 2 jours de télétravail là, dans les prochains jours avec un accord que je l'espère qui sera efficace. Et donc, on est en train de passer le cap de pérennisation, on va dire, du télétravail dans l'entreprise. La pérennisation du télétravail, je l'ai dit au début, vous êtes également euh, le président du fonds de dotation Climatech. Est-ce que la crise a fait bouger beaucoup de lignes dans cet univers du mécénat médical? Donc on a parlé du télétravail, là je change complètement de sujet, mais vous avez tellement de casquettes qui vous dans le tête qu'il s'agit de jongler habilement Alors, en peu de temps. Clinatech, c'est un hôpital de recherche qui travaille dans les neurosciences, qui vit essentiellement, on va dire, du mécénat qui est sourcé auprès d'entreprises ou de particuliers. On reçoit une dotation du CEA qui est conséquente, mais on a levé à peu près 25 millions sur des problèmes de neurosciences, maladie de Parkinson, sur, on va dire, la tétraplégie que l'on essaye de faire se mouvoir au travers d'exosquelettes. Et oui, depuis maintenant plus d'un an, c'est difficile, on va dire, de lever de l'argent, parce que d'abord, tout ce qui a été mis sur la médecine, c'est essentiellement ensuite, enfin, sur la crise sanitaire, et puis les dons se sont asséchés avec la suppression de l'ISF. Hmm. Et puis de grandes catastrophes qui ont capté, on va dire, une partie du cœur des Français. Je pense notamment à l'incendie de Notre-Dame. Donc c'est Hmm. plus compliqué aujourd'hui de lever de l'argent.
ensuite, on traverse une période sanitaire où toutes les entreprises, enfin économique difficile, où toutes les Ouais. entreprises ont coupé en prévision de ce qui pouvait être plus dur. Donc spontanément, elles n'ont pas été plus généreuses. Mmh. Et donc j'espère qu'on va pouvoir, dès le mois de septembre, reprendre sur un cycle analogue aux années passées. Parce que bah voilà, le mécénat, il est important parce qu'il fait vivre des initiatives fantastiques, notamment celle de Clinatech. Ouais, le mois de septembre, vous avez dit c'est la vraie rentrée enfin, Thibault Langsane, c'est beau parce Bah, qu'il y a eu tellement de non-rentrées là, qui non se sont mais succédé. Là, septembre sera la vraie rentrée, pas pour toutes les entreprises, mais il faut espérer qu'on ait cet été un pays totalement déconfiné, que les hôtels, les restaurants, que l'on puisse véritablement vivre normalement. Et donc, on verra au mois de septembre si on confirme la perspective de croissance de 5% prévue par Bercy, mais également la Banque de France. Donc, j'ai Mmh. envie de dire que les indicateurs sont plutôt bons. On voit que c'est en train de revenir, pas partout, compte tenu du fait que le pays est encore un peu entravé, mais on aura cette confirmation au mois de septembre où tous les indicateurs seront partirés. Et vous savez, dans l'économie, ce qui est clé, c'est la confiance. Donc, quand la confiance est là, tout va. Quand la confiance est là, tout va. Je sais que vous êtes passionné, d'innovation, donc aujourd'hui technologie, innovation et progrès médical, tout ça est intrinsèquement, lié finalement et donc inévitablement dans ce domaine-là, tout va aller plus vite aussi. Bah, tout va aller plus vite. Après, apparaissent de nouvelles contraintes. Les nouvelles contraintes, vous les avez, qui sont les émissions des effets de serre de tout ce qui est numérique. Je vous rappelle juste que le Bitcoin consomme autant d'énergie que le Brésil. Et Mmh. donc, viennent de nouvelles questions. On a également la protection des données. Donc, si des opportunités arrivent, eh bien, il faut s'assurer que l'on puisse bien protéger nos données, notamment dans les données de santé, mais les données personnelles. Et donc, c'est un monde qui, en tout cas, bouge énormément, de façon très rapide, mais qui fait apparaître aussi son lot de contraintes auxquelles nous devons être attentifs. Je n'avais absolument pas envie que l'ensemble de vos écrits, de vos recherches sur un moteur de recherche bien connu puisse générer une mieux connaissance de vous-même, une intrusion, et ce, dans tous les dispositifs de la vie. Et donc, Mmh. le numérique apporte ces nouvelles contraintes réglementaires, techniques, auxquelles évidemment nous pouvons et nous tâchons d'y répondre. Et les contraintes que vous citez donc sur le numérique sont un peu les mêmes dans différents domaines. Je pense par exemple, aux énergies renouvelables, au plastique par exemple. Ce plastique qui, est sur tous nos smartphones et Dieu sait que les smartphones, on en vend donc il y a aussi des paradoxes dans plusieurs domaines. Le plastique, il est effectivement dans les iPhones, mais il est surtout sur tous les produits de consommation que vous achetez, sur le suremballage. Donc, je pense qu'on est tous sensibilisés, et ça, c'est vraiment la révélation de ces dernières années, à un monde plus vertueux. Moi, Mmh. j'apprends, en tout cas, en regardant la presse économique, qu'on sera probablement et très rapidement un pays décarboné sur le parc automobile. Et on n'avait pas imaginé il y a quelques années qu'on irait aussi vite. Souvenez-vous de ces discussions qu'on avait sur notre parc diesel, sur nos Mmh. véhicules thermiques. On voit que cette crise a apporté aussi des opportunités et des accélérateurs, notamment dans ce domaine-là. Ouais, est-ce que je vais changer un peu de sujet, Thibaut Langsane. En 2019, vous aviez été sollicité par le gouvernement pour réfléchir aux notions de partage de la valeur. Est-ce que plus que jamais, c'est un thème d'actualité aujourd'hui dans les entreprises, cette notion de partage de la valeur, on l'entend quand on décrit le monde d'après, c'est quelque chose qui revient souvent, quoi. Bon, d'abord, il faut voir que ça a été fait en 2009 et je regrette que l'actualité n'ait pas porté ce sujet. On a eu la crise des gilets jaunes, on a eu le débat sur les retraites et puis une crise sanitaire qui fait que voilà, le pays a été un peu perturbé dans ses réformes et dans la communication de ses réformes. Oui, le partage de la valeur va redevenir un vrai sujet. D'abord parce que c'est le sujet de pouvoir d'achat. Et ce sujet de pouvoir d'achat va être remis, on va dire, sur la table au moment où on aura quitté le chômage partiel. Aujourd'hui, le Mmh. premier employeur de France, c'est l'État, compte tenu du nombre de chômage partiel qui est en train de diminuer fortement. Et je pense que ce sujet sera un sujet important, et notamment un sujet de l'élection présidentielle, parce que il nous concerne tous. Comment on partage mieux la valeur, comment on encadre mieux, on va dire, cette répartition une fois qu'une entreprise crée fortement de la valeur est un vrai sujet. Alors on a des dispositifs qu'il faut simplifier, rendre plus attractifs, et puis il faut être plus innovant qu'on ne l'est aujourd'hui, Mmh. dépasser certains tabous. Je pense que à la fois le sujet du partage de la valeur n'est pas qu'uniquement une clause de retour à meilleure fortune, hein, ce ne sont pas des objectifs, si on les atteint, ben, on a quelque chose, mais qui participe grandement à la vie de l'entreprise.
Mmh. Vous aviez aussi écrit un livre, dont le titre coécrit, je crois, un livre dont le titre était «Jeunes et entreprises, réussir la connexion». Mais ça, c'était en 2008, donc il y a déjà 12 ans. Est-ce que, la connexion, aujourd'hui, entre les jeunes et l'entreprise, elle est plus limpide qu'elle ne l'était au moment où vous avez écrit ce bouquin? Qu'est-ce qui a changé en 12 ans? Alors d'abord, elle est beaucoup plus limpide et il y a pas mal de points qui ont amélioré. Le premier point, ce qui est assez tangible, c'est qu'on s'assure mieux de l'employabilité, d'un jeune, à l'université ou en école que par le passé. Donc vous avez des filiales, des filières pardon, très très générales et on a des modules qui leur permettent d'être plus employables, on va dire, dans la vie professionnelle et donc il y a eu énormément d'efforts qui a été fait dans les universités pour faire en sorte que sur des profils très généralistes, ils puissent également être employables en entreprise. Mmh. Ensuite, le numérique a beaucoup aidé à réconcilier ces deux mondes. Néanmoins, on peut constater qu'on a un taux de chômage des jeunes qui est relativement important, hein, proche d'à peu près 20%, Mmh. qui était inférieur en 2008-2009, parce qu'on n'était pas encore dans l'effet de la crise des subprimes. Et aujourd'hui, on est dans une situation où paradoxalement, on a un taux de chômage des jeunes qui est assez élevé, mais voilà, on est dans une crise sanitaire qui fait que les barrières vont très vite se lever. Mais on a encore des problématiques d'employabilité. On a encore trop de filières qui ne conduisent pas à des emplois. Il manque cruellement, on va dire, de personnel dans les entreprises. On a à peu près 600 000 emplois non pourvus sur des métiers dont aujourd'hui on n'a pas assuré la formation et Mmh. donc ça nécessite une meilleure connexion. On a aujourd'hui des pénuries, notamment dans les systèmes d'information, dans la partie IT, où on a des pénuries de profils. Et donc là, c'est plus une adéquation de la formation avec l'attente et les attentes des entreprises. Et surtout, ça nécessite, comme dans tant de secteurs, une rentrée, hein, urgente, hein, qu'on attend tous avec impatience. Merci, infiniment Thibault Langsat d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.